Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Q&A. Alors, j'ai la crève. J'ai la crève. J'ai un début de crève depuis ce matin. Et je suis tout emmitouflée dans une énorme chemise molletonnée. Soyez contents de ne pas avoir la vidéo, d'avoir que l'audio aujourd'hui. Mais même l'audio va peut-être être un peu disrupté, comme dirait notre président, à cause de mon rhume. Donc, je vous présente mes excuses par avance. Mais j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que vous avez la forme, que ce mois de novembre commence à merveille pour vous et que vous êtes prêts à écouter ces merveilleuses questions que j'ai reçues cette semaine. On va commencer tout de suite par la première. Alors, la question. Des conseils contre le coup de blues du dimanche soir. Je vis certains dimanches après-midi ou soirées de manière très agréable et douce, d'autres comme des petits deuils de tout ce qui n'a pas été fait dans la semaine et dans les week-ends. Pourquoi les week-ends sont-ils si courts ? Pourrait-on signer une pétition pour ajouter un jour entre dimanche et lundi ? Alors, je signe aussi. Je signe aussi pour le jour en plus. On pourrait l'appeler la manche, par exemple. Oui, j'aimerais bien aussi. En fait, je me disais, ouais, un jour, genre le samedi, pour faire les courses, pour faire les trucs chiants. Un jour pour décompresser, et puis un jour pour se préparer à la semaine. Ça me paraîtrait pas mal, hein, 3 jours de week-end. Oui, je signe. Sinon, pour répondre à ta question, je commencerai par m'interroger sur la question sur la raison pour laquelle tu vis le fait de ne pas avoir tout fait ce que tu voulais comme un petit deuil en fait. Est-ce que tu avais prévu trop de choses ? Est-ce que ta to-do list gagnerait à être épurée ? Je sais que oui, parce que je te connais. Donc je sais que la réponse est positive ici. Mais oui, pourquoi est-ce que tu vis ça comme un petit deuil ? Je trouve que le terme est vachement intéressant en fait, et que ça gagnerait à être creusé. Pourquoi est-ce que le fait de ne pas faire tout ce qu'il y a sur ta to-do list est vécu comme un échec ou comme le fait de ne pas avoir optimisé tout ton temps. Est-ce qu'il y a quelque chose là derrière ? Est-ce qu'il y a une volonté de, je sais pas, un perfectionnisme ou une sensation que si on fait pas tout, c'est qu'on fait pas assez. Donc je creuserai un petit peu là-dessus. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et puis je peux relate complètement. Hein. Et un truc que j'ai appris vraiment assez récemment, peut-être un peu trop récemment, et notamment depuis que j'ai mon propre business avec Yoga with Clem, depuis que je suis indépendante, c'est à accepter que la to-do list n'est jamais terminée. En fait, il y aura toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Et je sais que tu as plein de choses aussi. Tu as une vie très remplie, et puis je pense qu'on est tous très occupés en général de toute façon, et il y a toujours quelque chose à faire, et ce sera, quand on devient parent, c'est encore pire à mon avis. Donc voilà, il faut vraiment accepter ça, et à partir de là, voir comment on peut gérer ça. Donc ça peut être par exemple intéressant de noter tout ce qu'on aimerait faire pour la semaine à venir. Par exemple, le dimanche, prendre 10 minutes, hein, ça ne doit pas être 3 heures, mais même juste 10 minutes pour voir, ok, la semaine prochaine, voilà à quoi mon planning ressemble, j'ai ça à faire. Ok, on va faire le tri. On va voir chaque jour ce qui doit absolument être fait, ce qui peut être supprimé, parce qu'on va être honnête, il y a plein de choses qu'on fait qui n'ont pas forcément d'intérêt au final, ou qui ne nous dirigent pas vraiment vers là où on veut aller. Ce qui peut être repoussé, ce qui n'est pas du tout urgent, ce qui peut être donné à quelqu'un d'autre aussi. Donc faire un peu le tri et voir ça en conjonction avec un concept que j'aime bien aussi, c'est The One Thing de Gary Keller, où chaque jour, on essaye de n'avoir qu'une seule chose vraiment importante sur sa to-do list. Donc une chose en priorité A, si tu te souviens
de, de ce que j'avais partagé sur le fait d'avoir chaque jour priorité A, priorité B, priorité C. Donc A, ce qui doit être absolument fait, B, ce qui serait bien de faire, et C, ce qui est vraiment le bonus, le bonus. Donc pour chaque jour, avoir vraiment une seule priorité A, la chose qui doit être faite, et tout le reste, c'est du bonus. Donc c'est quelque chose qui n'est pas... Ou si à la fin de la journée on ne l'a pas fait, on a quand même l'esprit léger. Voilà. Donc une seule chose, et l'air de rien, en fait, si on arrive à faire une chose productive, vraiment importante, fondamentale tous les jours, bah, c'est déjà énorme. Et tout le reste ensuite, c'est du bonus. Ça peut être fait plus tard, ça peut être donné à quelqu'un d'autre, ça peut être supprimé, ça peut, voilà. Et personnellement, ça m'aide vachement à ne plus avoir ce petit deuil, en fait, à me dire non, voilà, j'ai fait quelque chose de super important tous les jours. Le reste qui est aussi important, ce sera pour demain, ce sera pour après-demain, etc., etc. Et ça avance quand même, on a toujours la bonne direction, mais on ne se sent pas complètement overwhelmed par sa to-do list et on a moins cette sensation de ne pas avoir fait assez. Voilà. J'espère que c'est utile. Je sais pas si j'ai pas répondu un peu à côté, mais c'est ce qui m'est venu en tout cas. N'hésite pas si tu as des follow-up questions. Ok, excusez-moi, je galère un peu avec ma gorge et mon cerveau. Deuxième question. À part le yoga, quel sport est reconnu pour réduire le stress? Est-ce que ça dépend des gens ou y a-t-il des arguments objectifs en faveur de tel ou tel? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'autre activité qui est reconnue spécifiquement pour réduire le stress. Je pense que le sport en général, c'est reconnu pour être un excellent anxiolytique. À partir de là, il s'agit simplement entre guillemets, parce que c'est pas évident, mais de trouver le sport, l'activité qu'on aime, la forme de mouvement qu'on aime. Je rechigne un peu à dire que le yoga est un sport, désolée, parce que c'est un peu plus que ça. Puis il y a pas de compétition, tout ça, mais voilà, à ma connaissance, c'est juste le sport en général qui est un anxiolytique. Si on l'aime, parce que perso, si je faisais du foot, ça n'aurait aucun effet anxiolytique sur moi, au contraire. Donc il est intéressant de trouver la forme de mouvement qu'on aime, et à partir de là, ça permettra de réduire le stress. C'est vraiment juste le mouvement, en fait, qui, de manière générale, le fait de bouger, de se dépenser, libère des bonnes hormones. Après, le yoga a cette particularité de vraiment cibler le système nerveux, en fait, avec l'accent mis sur la respiration, l'attention portée sur notre ressenti, les mouvements doux, etc., les postures qui spécifiquement, oui, spécifiquement, je sais plus, bref, avec spécificité, vraiment cible le système nerveux. Donc c'est pour ça que le yoga est particulièrement reconnu pour réduire le stress. Et puis parce qu'il y a aussi évidemment toute la philosophie derrière, pour ceux qui y répondent, le côté spirituel, ce genre de choses. Donc, et c'est pour ça aussi que c'est pas un sport, c'est que c'est vraiment une discipline avec plein d'embranchements qui la rend un peu plus complète, je dirais, qu'un sport, et un peu plus axé sur la relaxation, sur la réduction du stress. Mais voilà, le mouvement en général, toujours une bonne idée pour avoir un effet anxiolytique, voire antidépresseur. La question suivante. Je ne me couche pas trop tard, mais je me réveille plusieurs fois dans la nuit. Est-ce que tu aurais des conseils pour dormir toute la nuit d'une traite? Alors oui, je commencerai ici aussi par creuser un peu, en fait, par trouver à quoi c'est dû, parce que ça peut être dû à plein de choses, en fait, à plusieurs choses. La plupart du temps, quand on se réveille au milieu de la nuit, c'est le stress, c'est quelque chose qui te tracasse, et c'est pas forcément de là à te tenir éveillé le soir, donc tu peux peut-être penser, bah non, c'est bon, je m'endors très bien, j'arrive à m'endormir, j'ai pas l'impression
qui est une chose en particulier qui me stresse de ouf. Mais ça peut en fait être quelque chose qui te tracasse en arrière-plan suffisamment pour que son système nerveux soit en alerte. Donc, il peut y avoir aussi un niveau de stress, comment dire, latent qui est un peu trop élevé pour que le système nerveux parvienne à s'endormir et à rester endormi toute la nuit. Donc, c'est pas forcément un pic de stress, mais c'est juste un niveau chronique de stress, je dirais, qui est un peu trop élevé. Donc, ça pourrait être ça. Ou bien ça peut être justement dû à un pic de stress, une période particulièrement tendue, ou ce qui fait qu'en fait, dès que tu te réveilles au milieu de la nuit, là où quelqu'un de plus zen se rendormirait immédiatement sans même se rendre compte qu'il s'est réveillé, toi tu commences à cogiter, tu penses à travail, tu penses à voilà, quelque chose qui se passe dans ta famille, ou quelque chose voilà, qui te stresse. Là, le système nerveux, dès le réveil, pouf, il se met en alerte et t'arrives plus à te rendormir. Si c'est pas le stress, ça peut être aussi dû à ton environnement, un partenaire qui ronfle et qui va te réveiller plusieurs fois pendant la nuit, de la lumière, donc peut-être que t'as pas de persienne ou de volet, et qu'il y a de la pollution lumineuse, ça peut être du bruit, des choses comme ça, enfin, quelque chose dans ton environnement qui te réveille régulièrement, mais bon, ça c'est généralement une cause qui est assez facile à déceler. Ça peut être dû aussi à la lumière de l'écran du téléphone au moment de se coucher. Si jamais tu scrolles le soir dans ton lit, la lumière bleue de l'écran du téléphone empêche la mélatonine de bien se diffuser, empêche la mélatonine même d'être relâchée. Ça te tient en éveil et ça fout un peu le dawa dans tes hormones. Donc ça va faire que tu vas te réveiller à des moments de la nuit. Ça peut être dû aussi à l'alcool, à la caféine. L'alcool morcelle le sommeil, en fait. L'alcool aide à s'endormir parce que ça nous assomme. Mais ça nous anesthésie, ça nous donne un sommeil de mauvaise qualité et avec beaucoup, beaucoup de réveils. Et souvent des réveils dont on ne se rend même pas compte parce qu'on est assommé, mais aussi parfois des réveils dont on se rend compte. Et la caféine, de son côté, ça bloque les récepteurs de la fatigue, les récepteurs de l'hormone. Oui, de la fatigue, ça allait, de l'hormone du sommeil, en fait, de l'adénosine, d'une autre hormone de sommeil, qui aussi forcément disrupte notre sommeil. Et puis, j'ai dit, ça peut être dû à plein de choses, mais ça peut aussi être dû à une maladie mentale ou physique, une dépression par exemple, ou bien des médicaments, ou bien des changements hormonaux. Donc ça peut être plein de choses aussi sur le plan plus physique et physiologique. Donc si c'est persistant, clairement je verrai un médecin et je ne demanderai pas une prof de yoga, mais ça peut être, ça peut être plein de choses. Donc voir à ton avis d'où ça vient déjà. Si c'est le stress, ça je peux clairement t'aider. L'environnement, tu peux agir dessus. La lumière de l'écran du téléphone, tu peux agir dessus. L'alcool et la caféine, tu peux agir dessus. La maladie, les médicaments, les changements hormonaux, là on peut voir un médecin. Mais dans tous les cas, je dirais que si tu te réveilles au milieu de la nuit, ne regarde pas l'heure. Déjà, ne regarde pas l'heure parce que ça va te faire stresser. Tu vas compter combien d'heures il te reste avant de dormir. Et t'as pas besoin. Voilà. Si c'est pour stresser, ça sert à rien. Donc ne regarde pas l'heure, essaye simplement de te détendre, de respirer, de te rendormir. Et si tu sens que tu cogites et t'arrives pas à te rendormir, lève-toi, change de pièce, fais une activité relaxante. Par exemple, tu peux lire avec une lumière aussi tamisée que possible, tu peux écouter de la musique tranquille, tu peux faire du crochet, tu peux faire un peu de stretching, de mouvements de yoga, de respiration, de méditation. Donc juste pas d'écran, pas d'activité qui va t'exciter, t'énerver, mais juste quelque chose de reposant et juste pour attendre que la mélatonine remonte, que le sommeil revienne et que dès que tu sens que tu commences à bâiller, que tu as les yeux qui piquent, retourne dans le lit et réessaye. Mais c'est vraiment important, en tout cas, quand on se réveille comme ça,
tout faire pour ne pas stresser. Et donc ça passe par ne pas regarder l'heure et utiliser plusieurs techniques de relaxation dont je parle d'ailleurs dans mon mini-guide 7 jours pour un meilleur sommeil. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. C'est un mini-guide avec plein d'astuces où je parle de choses comme ça et également c'est très très simple, hein. C'est un guide avec des astuces très très simples. Tous les jours, je vous en envoie 3, il me semble que c'était 3 astuces par jour pendant 7 jours, ainsi qu'une petite vidéo toute courte, 5 minutes de yoga, de techniques de yoga, de techniques de relaxation, de postures relaxantes, tout ça pour préparer le système nerveux au sommeil et donc dormir mieux et plus. Donc si vous ne l'avez pas encore, je vous conseille vivement d'y jeter un œil, c'est bien sûr gratuit et ça vous fera du bien. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à m'envoyer vos questions et à me contacter si vous voulez que je vous aide à avoir des changements positifs dans votre vie, dans votre routine self-care, à plus de mobilité, moins de stress, plus de zen. Et je vais m'arrêter là et je vais aller me reposer moi aussi. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Merci pour votre attention.